Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Aurélana-Pepin, bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 14 au 20 août. Nous commençons cette semaine avec la MRC des Laurentides qui, après plusieurs mois de consultations et de rencontres régulières avec ses partenaires du milieu, a dévoilé son plan d'action en développement social 2022-2027. Depuis sa création en 2022, le comité de développement social de la MRC des Laurentides, formé de 5 maires et mairesses et de la direction générale, a rencontré près de 25 organismes locaux, socio-communautaires ou parapublics œuvrant auprès des citoyens de la MRC des Laurentides. L'objectif de ces rencontres était d'entendre les enjeux et les besoins des partenaires du milieu et d'appréhender les réalités vécues sur le terrain. Pour répondre à leurs attentes, un plan d'action en développement social a été construit à partir de ces échanges. Avec cet outil, les maires et mairesses souhaitent confirmer leur volonté d'engagement et demeurer à l'affût des meilleures opportunités pour le mieux-être de la population en misant sur une collaboration étroite avec les partenaires. Les objectifs ambitieux que se sont donnés les membres du comité de développement social se déclinent sous 5 axes, dont le premier étant la poursuite du partenariat avec les organismes, la MRC et les municipalités. Les 4 autres axes concernent la sécurité alimentaire, le logement socio-communautaire, le transport collectif et à mobilité réduite et le soutien à la collectivité. La version détaillée du plan d'action est accessible sur le site web de la MRC. Marc Lheureux, préfet de la MRC des Laurentides, mentionne que les organismes socio-communautaires détiennent une expertise exceptionnelle et nécessaire au tissu social de la région. Il ajoute qu'il tient à remercier ses précieux partenaires pour leur travail remarquable accompli au quotidien. Il affirme aussi que la MRC poursuivra son engagement en développement social selon ses compétences et les leviers dont elle dispose. C'est en novembre 2022 que le poste d'agent de liaison communautaire au sein de l'équipe de la MRC avait été officialisé. La MRC est membre de la concertation locale des aînés et du regroupement des partenaires en développement social de la MRC des Laurentides. La MRC est de plus active sur les tables jeunesse et sécurité alimentaire, ainsi que sur différents comités de travail en développement social. La MRC des Laurentides terminait le 14 juillet dernier une série de consultations publiques portant sur le prochain schéma d'aménagement et de développement de son territoire. En tout, 7 consultations publiques furent tenues du 5 juin au 14 juillet et celles-ci ont rassemblé plus d'une centaine de participants. Les citoyens de l'ensemble du territoire ont pu s'exprimer dans le cadre d'ateliers d'échange et de discussion sur les thèmes et les enjeux régionaux qui les préoccupent. Ce schéma d'aménagement doit répondre par ailleurs aux orientations gouvernementales et il sera soumis pour approbation auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le schéma d'aménagement et de développement est un outil de planification qui établit les lignes directrices de l'organisation physique du territoire. Il coordonne les choix et les décisions qui touchent l'ensemble des municipalités concernées. Le schéma est avant tout un document d'intention formulé et conçu de manière à faire ressortir une vision régionale du développement durable qui orientera le développement régional pour les 10 à 15 prochaines années. En vigueur depuis plus de 20 ans, une révision en profondeur du schéma s'avérait essentielle pour refléter les enjeux actuels et futurs de l'aménagement du territoire. Dans ce processus de révision, la MRC des Laurentides a tenu des consultations publiques dans le but de présenter les principales orientations, répondre aux questions et prendre le pouls des citoyens sur des thèmes ou des enjeux spécifiques et cruciaux. En parallèle aux assemblées publiques, plus de 20 mémoires et commentaires écrits sur le projet de schéma furent également déposés dans le cadre de la démarche de consultation publique. La MRC des Laurentides procédera au cours des prochaines semaines à une compilation et à une analyse des commentaires recueillis et mémoires déposés afin de dresser un portrait dans un rapport de consultation publique. Ce rapport alimentera la réflexion de la MRC dans le cadre des étapes finales de la démarche visant l'approbation et l'entrée en vigueur du prochain schéma d'aménagement et de développement durable. Plusieurs informations en lien avec la révision en cours du schéma d'aménagement et de développement durable peuvent être consultées sur le site web de la MRC des Laurentides. Dans le cadre de la révision en cours du schéma d'aménagement et de développement durable, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides a adopté une résolution de contrôle intérimaire visant à imposer provisoirement un moratoire sur certaines interventions dans les secteurs riverains au lac.
L'objectif de cette résolution est de s'assurer qu'aucune intervention qui pourrait s'y réaliser ne compromette les nouvelles orientations et les règles d'aménagement régional en voie d'être définies. La MRC connaît une très forte croissance démographique depuis plusieurs années qui se reflète entre autres par un développement accéléré et dynamique de son territoire. Lors des récentes assemblées publiques de consultation dans le cadre du processus en cours de révision du schéma d'aménagement, les enjeux liés à la pression du développement et à la protection des lacs furent soulevés à maintes reprises par les participants. D'ici la fin du processus d'adoption du prochain schéma d'aménagement, ce contrôle intérimaire permet de mettre en application sans délai certaines orientations prioritaires en matière de développement à proximité des lacs. Ainsi, la résolution de contrôle intérimaire a pour effet immédiat d'interdire, sauf exception, à l'intérieur d'une bande de terre d'une profondeur de 300 mètres des lacs situés à l'extérieur des secteurs urbains et villageois, toute opération de lotissement visant la création d'une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue existante, toute opération de lotissement pour un projet intégré ainsi que toute opération de lotissement, utilisation du sol, construction ou agrandissement lié à un usage d'hébergement touristique excédant des densités déterminées. Les municipalités de la MRC verront à l'application de ce contrôle intérimaire, dont l'entrée en vigueur était le mois dernier, dans leur processus d'octroi de permis et de certificats. Pour obtenir plus de détails, ainsi que la liste de projets exclus du présent règlement de contrôle intérimaire, vous pouvez consulter la résolution disponible sur le site web de la MRC. Notez également que les projets ayant déjà obtenu un permis par la municipalité sont également exclus du RCI. La MRC des Pays d'en Haut tient à aviser la population ainsi que les visiteurs que les stationnements de véhicules sont réglementés sur son territoire par les règlements municipaux et que c'est la Sûreté du Québec qui a la responsabilité de leur application. Depuis l'entrée en vigueur du règlement SQ 2023 concernant la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre de plusieurs municipalités incluses sur son territoire, la MRC rappelle que le stationnement des véhicules est interdit durant la nuit pour certaines infrastructures récréatives, dont le parc linéaire Le Petit Train du Nord, le parc du corridor aérobique et le centre sportif Pays d'en Haut. Sur le parc linéaire Le Petit Train du Nord, selon le règlement de la ville de Sainte-Adèle et de la municipalité de Piémont, il est interdit de garer tout véhicule entre 22h et 6h au stationnement suivant: à la gare de Piémont, à la gare de Mont-Roland, sauf dans la zone de stationnement de longue durée identifiée à cette fin, à la station Sainte-Marguerite. Concernant les stationnements desservant le parc du corridor aérobique, il est interdit de garer tout véhicule au stationnement suivant: soit au pavillon d'accueil du corridor aérobique entre 22h et 7h, au pavillon Montfort entre 22h et 6h, à Laurel entre 22h et 6h, à Lac des 16-Îles entre 22h et 6h. Enfin, il est interdit de garer tout véhicule de minuit à 5h30 dans le stationnement du centre sportif situé au 252 boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle. Revenez-nous après la pause. Si vous êtes un entrepreneur qui démarre son entreprise sur le territoire de la MRC des Pays d'en Haut, le Labo Entrepreneur pourrait vous intéresser. Il s'agit d'un parcours de formation, d'accompagnement et de visibilité pour les entrepreneurs qui se lancent en affaires. Il vous permet d'acquérir des compétences essentielles, d'agrandir votre réseau et surtout d'être soutenu par l'écosystème entrepreneurial de la région. La prochaine édition du Labo Entrepreneur sera lancée le 30 août 2023 à 9h. Cette rencontre d'information virtuelle est ouverte à tous. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur les activités de la cohorte démarrage et découvrir si le parcours est fait pour vous. Le formulaire d'inscription est disponible sur le site web de la MRC des Pays d'en Haut. Le parcours du Labo Entrepreneur s'adresse à ceux et celles qui ont une entreprise en démarrage. Il faut avoir dépassé la phase d'idéation et être prêt à démarrer l'entreprise. Il s'adresse également à ceux dont l'entreprise est située sur le territoire de la SADC des Laurentides. Il s'adresse également à ceux qui souhaitent s'investir pour travailler leur modèle d'affaires et aller chercher des outils dans le but d'augmenter leurs chances de réussite.
Le ministre responsable des services sociaux Lionel Carman, le ministre responsable de la région des Laurentides Benoît Charette et la députée de Mirabel Sylvie Damour ont annoncé que le projet de modernisation de l'urgence et d'aménagement d'une unité d'intervention brève en santé mentale à l'hôpital de Saint-Eustache a franchi une nouvelle étape dans le but d'améliorer les soins de santé pour la population de la région des Laurentides. Le gouvernement du Québec autorise ainsi l'équipe chargée du projet à amorcer l'élaboration du dossier d'affaires. Les appels d'offres pour les services professionnels d'architecture et d'ingénierie seront ensuite lancés. Les travaux prévus dans le cadre du projet incluent l'agrandissement de 17 880 mètres carrés à l'arrière de l'hôpital, ainsi qu'un réaménagement de 560 mètres carrés. L'agrandissement est destiné à accueillir une urgence comprenant notamment 38 civières, 4 civières de choc ainsi qu'une zone d'évaluation rapide de 10 fauteuils. L'unité d'intervention brève en santé mentale sera quant à elle constituée de 10 lits en chambre individuelle. L'amélioration des infrastructures de soins de santé est l'un des éléments clés du plan santé du gouvernement du Québec. Elle vise à rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel et mieux adaptés aux besoins des citoyens, tout en améliorant l'accès à des soins de qualité. Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux, déclare que ce projet est essentiel afin d'être en mesure d'offrir aux citoyens des Laurentides des infrastructures hospitalières à la hauteur de leurs besoins actuels, que le gouvernement sait qu'il est nécessaire de moderniser les installations de santé. Il ajoute que c'est pour cette raison que le gouvernement n'hésite pas à accélérer les projets qui vont en ce sens afin de mieux desservir la population. Benoît Charette, ministre responsable de la région des Laurentides, affirme que de tels travaux auront un effet positif notable et durable sur l'expérience de soins des usagers de la région, mais également sur leur qualité de vie. Il ajoute que ce projet est mené en cohérence avec l'évolution des besoins et du contexte clinique actuel et que les nouveaux espaces permettront d'offrir des services adaptés à la réalité des gens de la région, à la fois plus accessibles, plus conviviaux et plus sécuritaires. Le CI3S des Laurentides tient à souligner l'initiative de l'équipe du CHSLD, l'équipage de Rivière-Rouge, qui invite les résidents qui le souhaitent à prendre part au café citoyen. Ces derniers participent aux échanges et discussions qui concernent l'actualité de la MRC d'Antoine Labelle et des municipalités de la Vallée de la Rouge. Madame Nancy Bourque, gestionnaire responsable du CHSLD L'Équipage, accompagnée de son équipe, a eu l'idée d'offrir aux résidents du CHSLD la possibilité de participer aux rencontres du Café citoyen afin que ces derniers retrouvent une place active au sein de leur communauté. Le Café citoyen est un lieu de rencontre privilégié où les citoyens, des représentants d'organismes communautaires, des élus municipaux et bien d'autres se réunissent pour échanger sur les services offerts. C'est un espace propice à l'établissement de relations positives et harmonieuses qui favorisent la bienveillance, l'écoute, la coopération et la collaboration. Madame Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, se réjouit de la mise en place de ce nouveau projet. Elle affirme que la création de liens sociaux significatifs est importante pour ses résidents et qu'il s'agit d'une belle occasion de reconnexion et de partage. Elle tient à souligner le travail de Mme Bourque et son équipe pour cette belle réalisation. Elle mentionne que cela démontre bien le dévouement du personnel envers le bien-être des personnes âgées et leur volonté de favoriser une intégration sociale enrichissante. Le CI3S de Laurentides encourage la population à considérer les alternatives aux urgences des hôpitaux de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache pour toute situation n'étant pas critique. Cela s'explique par le fort achalandage actuel dans ces deux établissements. Pour toute situation où la personne n'est pas gravement malade ou blessée, il est possible de s'adresser au 811, à son médecin de famille ou à une clinique médicale sans rendez-vous, à un pharmacien ou au guichet d'accès à la première ligne si la personne n'a pas de médecin de famille. Il est également possible de savoir si le problème de santé peut être traité à la maison. Pour ce faire, vous pouvez visiter la page Problèmes de santé du gouvernement du Québec. Ces alternatives sont à considérer si la situation n'est pas urgente. Toutefois, toute personne en situation critique ou instable ne doit pas hésiter à se rendre à l'urgence en cas de besoin. Depuis quelques années, la ville de Saint-Sauveur embauche pour la période estivale des éco-conseillers dont le rôle est de sensibiliser les citoyens et les citoyennes à adopter des habitudes éco-responsables. Cette année, ce sont Jessica et Laurie que vous avez ou aurez peut-être l'occasion de croiser sur le territoire de la ville.
Plus précisément, elle sillonne le territoire pour s'assurer que la gestion des matières résiduelles est bien exécutée par les résidents, c'est-à-dire que les bacs sont placés adéquatement en bordure de rue et que le tri des matières est fait correctement. Lorsqu'elles constatent un élément non conforme, elles vont tout simplement déposer un accroche-bac pour en informer le citoyen ou la citoyenne concernée. Jusqu'à maintenant, ce sont 113 accroche-bacs qui ont été remis depuis le début de la saison. Le plus souvent, il s'agit de plastique et de carton qui sont retrouvés dans le bac à déchets, mais qui doivent être disposés dans le bac de recyclage. Elle sensibilise également la population sur l'utilisation de l'eau potable et l'importance de l'économiser, surtout en période estivale, et veille au respect des horaires d'arrosage. De plus, elle propose des alternatives écologiques à l'épandage de pesticides, dont certains sont très toxiques pour la santé. L'une d'elles consiste en l'aménagement d'une pelouse écologique dont vous trouverez toutes les étapes utiles à sa réalisation dans le guide éco-responsable paru au printemps dernier. En plus du volet sensibilisation, les éco-conseillères accompagnent les citoyens et les citoyennes dans l'identification et la gestion des plantes nuisibles. C'est d'ailleurs le cas de la berce du Caucase, une plante que l'on peut retrouver à Saint-Sauveur et qui présente un risque pour la santé. La présence de Jessica et Laurie sur le territoire est essentielle puisqu'elle permet de mieux connaître les enjeux environnementaux présents à Saint-Sauveur et de créer un lien direct entre la ville et ses citoyens. D'ailleurs, celle-ci souhaite les féliciter pour leurs efforts puisqu'elle constate une volonté de leur part d'adopter de nouvelles pratiques et habitudes plus respectueuses de l'environnement. Revenez-nous après la pause. La ville de Saint-Sauveur met à la disposition de ses employés et du grand public des défibrillateurs externes automatisés, mieux connus sous l'appellation DEA. Installés dans les différents bâtiments municipaux, ceux-ci sont désormais inscrits au registre provincial DEA. Soulignons le don par la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut de 2 appareils parmi ceux-ci qui sont disponibles. Le registre provincial, développé en 2015 par la Fondation Jacques de Champlain, vise à répertorier tous les DEA se trouvant dans des lieux publics au Québec. Pour connaître la localisation exacte des DEA de Saint-Sauveur, rien de plus simple, il suffit de télécharger gratuitement l'application mobile DEA Québec. Celle-ci permet d'accéder rapidement aux adresses et aux heures d'ouverture des bâtiments concernés, en plus d'obtenir des informations utiles, notamment comment effectuer la réanimation cardio-respiratoire. Le maire, Jacques Gariepi, explique que parce que chaque seconde compte lorsqu'une personne subit un arrêt cardio-respiratoire, la ville se devait d'optimiser l'accessibilité des DEA dans ses bâtiments et que de cette façon, la ville permet aux premiers intervenants, que cela soit des employés ou des citoyens, d'aller chercher un DEA et de pratiquer rapidement les manœuvres de réanimation en attendant l'arrivée des services d'urgence. Il ajoute que la ville est extrêmement proactive en matière de secourisme en milieu de travail en offrant à son personnel de la formation continue. Il mentionne également qu'à ce jour, outre les pompiers, la ville compte 34 secouristes certifiés au sein des différents bâtiments municipaux. Selon la Fondation Jacques de Champlain, près de 45 000 Canadiens subissent un arrêt cardio-respiratoire par année, soit un ACR chaque 12 minutes. De ce nombre, 85 % survient à la maison ou dans des endroits publics. Il est aussi prouvé que l'usage d'un défibrillateur externe automatisé triple les chances de survie d'une victime recevant la réanimation cardio-respiratoire. Au printemps 2022, la municipalité de Saint-Hippolyte lançait un appel de dossier auprès d'artistes afin de créer et d'installer une œuvre d'art dans l'espace public. 20 candidatures de qualité ont été soumises et c'est l'artiste hippolytois François Racine qui a été sélectionné par un comité. Ce sculpteur et forgeron a proposé un projet directement inspiré par la nature hippolytoise qu'il a côtoyé toute sa vie. En plus de soumettre un projet empreint de sensibilité, sa proposition grandiose et l'originalité de sa technique ont également joué en sa faveur. Des œuvres de fer forgé de cette ampleur sont rares dans l'espace public. L'œuvre sera dévoilée le samedi 19 août prochain à 10 h devant l'Hôtel de Ville. L'événement est ouvert à tous et à toutes.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et la municipalité de Saint-Hippolyte dans le cadre d'une entente de développement culturel. La municipalité de Saint-Hippolyte est fière d'accueillir le Festival Tournant pour son édition 2023 qui se tiendra du 24 au 27 août. La programmation comptera près d'une trentaine d'artistes professionnels, parmi lesquels des artistes locaux, des pièces et des activités rassembleuses. Pour consulter le site internet du festival et acheter vos billets, visitez le site web festivaltournant.com. Porté par l'organisme Danse Laurentide, le Festival Tournant, qui présente chaque été une programmation de danse audacieuse composée d'artistes professionnels de la danse contemporaine québécoise. Il invite le public à voir et à expérimenter la danse à travers une diversité d'activités et de performances s'adressant aux professionnels, amateurs et néophytes. L'événement nomade met en lumière le patrimoine laurentien en priorisant les artistes locaux et en présentant plusieurs activités en extérieur dans les plus beaux paysages de la ville visitée. Le festival se démarque par la qualité de sa programmation et son ancrage dans la communauté et vise l'accessibilité et le sentiment d'appartenance. La municipalité de Saint-Hippolyte invite les citoyens et les citoyennes intéressés à siéger au comité de consultation d'urbanisme à lui transmettre une lettre d'intention et de motivation. Des sièges sont à pourvoir pour un mandat de 2 ans et il s'agit d'une fonction non rémunérée. Le comité consultatif d'urbanisme est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Vous pouvez transmettre votre lettre par courriel à mmeunier@sainthypolite.ca. La municipalité de Saint-Hippolyte souhaite créer un registre des personnes en perte d'autonomie sur son territoire. L'objectif est de permettre à différents services municipaux et régionaux d'assurer des suivis lors d'événements météo majeurs ou lorsque des mesures d'urgence sont déployées. Ainsi, si vous pensez être à risque en raison d'un manque de mobilité ou d'autonomie, ou si vous connaissez une personne qui pourrait avoir besoin de soutien en période difficile, la ville vous invite à lui envoyer vos coordonnées au secrétariat du service de la sécurité communautaire au 450-563-2505 au poste 2275. La municipalité de Saint-Hippolyte est encore une fois fière de participer à la 17e campagne d'arrachage d'herbe à poux organisée par l'Association pulmonaire du Québec, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux effets néfastes de cette plante envahissante sur la santé respiratoire. L'herbe à poux est une plante annuelle qui se multiplie par semences et celle-ci peut survivre dans le sol jusqu'à une quarantaine d'années. Il s'agit d'une plante envahissante qui gagne du terrain chaque année et qui fait la vie dure à près d'1 million de Québécois à l'approche ou au cours de la saison estivale. Environ 13% de la population québécoise est affectée par la rhinite allergique majoritairement causée par cette plante. En effet, la prévalence des symptômes d'allergie saisonnière est directement influencée par la quantité d'herbe à poux sur un territoire donné. Il existe pourtant des moyens très efficaces pour contrôler cette plante, le plus simple étant de l'arracher. Pour ce faire, il est important d'apprendre à identifier cette mauvaise herbe, puisqu'une fois démasquée, il ne restera plus qu'à l'arracher. L'ambrosia, dont le nom latin est Ambrosia artesimifolia, est mieux connue sous le nom d'herbe à poux, est responsable d'environ 75% des allergies reliées au pollen. En 2005, les coûts de santé associés à l'herbe à poux ont été évalués entre 150 et 240 millions de dollars au Québec. De tous les aéroallergènes saisonniers connus dans la province, le pollen de l'herbe à poux est le plus préoccupant. L'herbe à poux atteint une hauteur moyenne de 70 cm. Sa tige, couverte de poils, est surmontée de feuilles d'un vert grisâtre, minces et étroitement découpées. Elles sont opposées à la base et alternent dans le haut. Le feuillage ressemble à celui de la carotte. Pendant le mois de juillet, la plante se garnit de petites fleurs vertes, parfois jaunâtres, regroupées en forme d'épi au sommet des tiges. À la fin juillet et au début d'août, les fleurs laissent s'envoler dans l'air des millions de grains de pollen dont la majorité voyagent dans un rayon de 1 km. De plus, un plant d'herbe à poux peut produire jusqu'à 3000 graines de semences qui peuvent survivre jusqu'à 40 ans dans le sol. La pollinisation s'étend jusqu'à la mi-octobre, soit aux premières gelées du sol. À quoi ressemble cette plante annuelle, responsable de l'inconfortable rhume des foins? Elle a plutôt l'allure inoffensive et s'apparente à presque n'importe quelle mauvaise herbe. Les feuilles sont très découpées, d'un vert uniforme des deux côtés. Les fleurs en épi sont de vert jaunâtre à l'extrémité de la plante.
La tige est ferme, poilue et d'un vert grisâtre qui rougit à la floraison. Les racines sont courtes et faciles à arracher. Comment se défaire de cette plante détestable? Le plus simple est encore de l'arracher. C'est facile à réaliser puisqu'elle possède un système de racines peu développé. Il faut absolument effectuer l'opération en juin ou en juillet ou au plus tard, c'est-à-dire avant la floraison. Il est possible de diminuer la prolifération de cette mauvaise herbe. Il suffit de la déraciner avant sa période de pollinisation, de sensibiliser les gens de votre entourage, d'effectuer la coupe dans les terrains vagues et publics 2 fois par année, de recouvrir du sol par des matériaux inertes tels que du paillis ou des copeaux de bois, d'implanter d'un couvert végétal compétitif, utiliser des semences résistantes qui offriront une condition végétative à l'herbe à poux. Vous pouvez également entraîner régulièrement votre pelouse, la tondre uniformément, principalement en bordure de ces terrains, en s'assurant de garnir les coins dénudés. Voilà autant de moyens de prévenir l'apparition de cette mauvaise herbe. Même si l'arrachage demeure le moyen de destruction le plus pratique, vous pouvez, dans le cas d'un terrain couvert d'herbe à poux, raser régulièrement au sol les indésirables. Si toutefois vous ne pouvez en venir à bout, les services de professionnels pourront sans aucun doute sauver un terrain infesté. Revenez-nous après la pause. Bien que l'été bat son plein, l'équipe du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de Mont-Tremblant planifie déjà l'organisation du marché des fêtes de Mont-Tremblant qui se tiendra à l'Hôtel de Ville du 24 au 26 novembre. Les artisans des métiers d'art et de l'agroalimentaire sont donc invités à faire parvenir à la Ville dès maintenant leur candidature pour l'édition 2023 du marché des fêtes. Si vous souhaitez avoir accès à la clientèle de qualité qui fréquente le marché des fêtes de Mont-Tremblant et bénéficier d'un kiosque à faible coût, envoyez votre candidature sans plus tarder. La date limite pour soumettre un dossier est le 15 août 2023. Pour ce faire, remplissez le formulaire en ligne disponible sur le site web de la Ville. Pour tout renseignement, contactez le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire au 819-425-8614. Depuis qu'elle s'est jointe au circuit Ironman en 2012, la région de Mont-Tremblant est devenue la destination préférée de la communauté du triathlon, attirant des professionnels de haut niveau et des athlètes de tous âges qui viennent concourir dans les Laurentides au Québec chaque année. À compter de 2024, toutefois, Événements sportifs Mont-Tremblant et le groupe Ironman ont annoncé qu'ils ont mutuellement convenu de concentrer leurs efforts sur la fin de semaine du triathlon Ironman 70.3 Mont-Tremblant qui comprend également le Ironman 5150 Mont-Tremblant. Pour faire suite à de nombreuses discussions amorcées au printemps dernier, la décision a été prise d'un commun accord que le triathlon pleine distance ne sera donc plus présenté après l'édition 2023. Marc Bonchamp, producteur délégué chez Événements sportifs Mont-Tremblant, affirme que son organisation accorde une grande importance à sa relation avec le groupe Ironman et bien que cette décision n'ait pas été facile à prendre, elle a été dans l'intérêt du groupe ainsi que dans la région de Mont-Tremblant. Il ajoute que les événements Ironman se sont rapidement imposés comme des événements phares dans la région et toute la communauté s'est mobilisée pour les accueillir et que la région et ses infrastructures d'accueil sont extrêmement sollicitées en période de pointe et pour bien servir les quelques 5000 triathlètes présents et ceux qu'ils accompagnent, il a été décidé d'un commun accord de privilégier les événements qui se déroulent au cours du mois de juin. C'est avec beaucoup d'enthousiasme donc qu'Événements sportifs Mont-Tremblant Ironman et tous leurs partenaires se préparent à l'édition 2024 qui comprendra le triathlon Ironman 70.3 Mont-Tremblant et le 5150 Mont-Tremblant. Le prochain week-end de vente débarras se déroulera du 2 au 4 septembre sur le territoire de Mont-Tremblant. Les citoyens qui planifient une vente débarras sur leur propriété sont invités à s'inscrire avant le 31 août afin que leur vente apparaisse sur la carte interactive. Les chasseurs et chasseuses d'aubaine pourront consulter la carte à compter du 1er septembre à villedemontremblant.qc.ca/vente débarras afin d'identifier les adresses et les dates des ventes ainsi que le type d'article offert. Bien qu'aucun permis ne soit requis pour organiser une vente débarras, quelques règles doivent néanmoins être respectées. Pour des raisons de sécurité, les citoyens doivent effectuer leur vente débarras sur leur propriété et non sur la rue ou le trottoir. Une seule enseigne de 0,5 m² ou moins est autorisée.
Celle-ci doit être installée sur la propriété où a lieu la vente des barras et ce au maximum 4 jours avant le début de la vente. Elle doit être enlevée immédiatement après la fin de la vente. Pour inscrire une vente des barras ou pour consulter la carte, visitez villedemonttremblant.qc.ca/vente des barras. La ville de Mont-Tremblant est heureuse d'accueillir l'artiste des Laurentides Jacques Charbonneau qui présentera des œuvres originales dans une exposition numérique intitulée Terre des femmes du 18 août au 22 octobre à la salle Alphonse Desjardins ainsi qu'à l'espace public de Mont-Tremblant. L'artiste multidisciplinaire est récipiendaire du prix Artiste de l'année dans les Laurentides qui lui a été décerné par le Conseil des arts et des lettres du Québec en 2022. Selon les membres du jury des Grands Prix de la culture des Laurentides, Jacques Charbonneau poursuit une longue carrière artistique en s'assurant de conserver une démarche pertinente et engagée et en demeurant toujours très actif dans sa région. Son apport pour le milieu des arts numériques est absolument considérable et fait de lui un précurseur dans son milieu. Ses œuvres en lien avec le recycle d'art sont généreuses et font la démonstration d'une conscience humanitaire et écologique. L'exposition Terre des femmes met de l'avant des portraits de femmes selon les différentes facettes de leur personnalité, interprétés par les textes d'autrices québécoises et françaises, soit Joëlle Thiénard, Anne Pérouse, Nora Atala, Jordan Pronovo-Charbonneau, Hélène Lépine, Maria Torelli-Lyonnais, Virginie Franqueur, Mélanie Noël, Dominique Zalitis, Francine Vernac, Sylvie Nicolas, Catherine Fortin et Claudine Bertrand. Pour Jacques Charbonneau, c'est par l'échange que se constitue une œuvre, autant pour lui-même et les autrices invitées que pour les spectateurs et spectatrices dont il suscite l'interaction, voire la participation. Jacques Charbonneau a exposé son art à travers les Amériques et l'Europe. Il a également fondé plusieurs organismes artistiques, dont la Galerie Motivation V, le Centre Copiard, la Galerie Art Technologique et le Centre d'art contemporain de l'Outaouais, où il a exposé et présenté des pratiques expérimentales et actuelles. Il poursuit actuellement ses recherches en art analogique et numérique et il s'intéresse aux nouvelles tendances en art contemporain. Cette exposition est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Mont-Tremblant et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. La Ville de Mont-Laurier désire rappeler aux commerçants que dès le 31 août prochain, le règlement municipal lié au bannissement des sacs de plastique à usage unique dans les commerces de détail à des fins de distribution sera officiellement en vigueur. Cette nouvelle réglementation a pour objectif de réduire l'impact environnemental. La Ville de Mont-Laurier invite les citoyens à poursuivre l'utilisation des sacs réutilisables et propose aux commerçants des alternatives éco-responsables en optant pour la distribution de sacs recyclables ou en papier pour leur clientèle. Soulignons qu'en mars dernier, la Ville de Mont-Laurier avait accordé une période de transition jusqu'au 31 août 2023 afin de laisser un délai raisonnable auprès des commerces de détail pour se conformer à cette nouvelle réglementation municipale. Dorénavant, les commerces de détail ne pourront plus distribuer des sacs de plastique à usage unique de toute épaisseur à leur clientèle à la suite d'un achat. Les sacs oxodégradables, biodégradables et compostables sont également visés par cette interdiction. Toutefois, selon le règlement municipal adopté, certains types de sacs en plastique sont des exceptions quant à leur utilisation dans les commerces de détail. Ils sont les sacs d'emballage de plastique pour les produits en vrac, les sacs de plastique contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte, les housses de plastique distribuées par un commerce offrant le service de nettoyage à sec, les produits déjà emballés par un processus industriel. Le bannissement des sacs de plastique à usage unique a pour objectif de favoriser l'utilisation des sacs réutilisables et recyclables. Cette action permet également de soutenir la réduction à la source et ainsi diminuer la quantité de sacs de plastique abandonnés dans les écosystèmes terrestres et marins. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le villemontlaurier.qc.ca dans l'onglet Services aux citoyens dans la section Environnement ou vous pouvez contacter le service du greffe et des affaires juridiques au 819-623-1221 au poste 140 ou par courriel à greffe@villemontlaurier.qc.ca. Revenez-nous après la pause.
La Ville de Mont-Laurier désire rappeler aux organismes et aux regroupements du milieu que la période de dépôt des formulaires de demande d'aide financière se termine le 30 septembre prochain. La Ville vous invite à remplir les formulaires disponibles en ligne au villemonlaurier.qc.ca. Il est également possible d'obtenir ces formulaires en contactant le 819-623-1221 au poste 700 ou à l'adresse courriel loisirsculture@vmonlaurier.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens de la suspension de ses achats publicitaires par le biais des plateformes Meta, par solidarité envers les médias locaux qui ont récemment été mis à l'écart des réseaux sociaux. Suivant notamment les recommandations de l'Union des municipalités du Québec, cette décision de la Ville a été prise afin de favoriser un accès équitable à l'information. Dans la foulée des événements liés au projet de loi C-18 du gouvernement fédéral visant à forcer les entreprises numériques à conclure des ententes de rétribution avec les médias, Meta a retiré la disponibilité des médias canadiens sur Facebook et Instagram. Pour connaître les actualités et les activités proposées par la Ville de Mont-Laurier, la Ville invite les citoyens à visiter le villemonlaurier.qc.ca ou à vous abonner à l'infolettre citoyenne dans l'onglet Services aux citoyens de son site Internet ou à consulter les médias locaux. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens de l'implantation d'une nouvelle signalisation dédiée aux piétons sur la rue d'Orion à proximité du parc des canotiers Gil Tinkler. Cette nouveauté a été mise en place afin de sécuriser l'accès au parc et faciliter le partage de la route entre les automobilistes et les piétons. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de vous faire découvrir les meilleures histoires de chasse et pêche de la région. Écoutez des citoyens vous raconter leurs anecdotes lors de leur périple. Les extraits audio sont disponibles dès maintenant au villemonlaurier.qc.ca dans l'onglet Loisirs et culture, activités culturelles. Ce projet a été réalisé grâce à l'entente de développement culturel entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications. Une exposition photo gratuite sur la chasse et la pêche est également présentée gratuitement tout l'été au parc Toussaint-la-Chapelle au centre-ville de Mont-Laurier. La Ville de Mont-Laurier était fière de procéder à l'inauguration des 3 terrains de pickleball et du terrain de basketball du pôle sportif de Mont-Laurier le mois dernier. Pour l'occasion, les membres du conseil municipal étaient présents ainsi que les membres de l'association de pickleball des Hautes-Laurentides qui ont procédé à une joute amicale pendant laquelle le maire Daniel Bourdon a effectué le premier service officiel de la partie. Dès maintenant, les citoyens ont accès à des plateaux sportifs de qualité leur permettant de pratiquer ces sports à l'extérieur. Rappelons qu'aucune réservation n'est requise pour l'utilisation des plateaux et que les accès sont gratuits. Le maire Daniel Bourdon explique que la Ville de Mont-Laurier remercie le gouvernement du Québec et le Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides pour leur collaboration afin d'élargir l'éventail de la pratique sportive en procédant à l'ajout des terrains de pickleball et de basketball à Mont-Laurier. Il ajoute que ces nouveautés inciteront les citoyens et les étudiants à l'initiation et à la pratique du sport tout en favorisant les saines habitudes de vie auprès de la communauté. Les travaux ont été réalisés notamment grâce au programme d'aide financière pour les installations récréatives et sportives du gouvernement du Québec qui représente 340 600 $. Les investissements pour ce projet totalisent près de 850 000 $. La députée de Bertrand, Mme France-Hélène Duranceau, a annoncé au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, que le gouvernement du Québec accorde une somme de 200 000 $ pour la réalisation de 4 initiatives dans le cadre de l'aide financière pour les projets locaux de vitalisation. La municipalité de Saint-Donat reçoit 50 000 $ pour des travaux de réaménagement du parc des Ormeaux. La municipalité a entrepris le réaménagement du parc des Ormeaux durant l'année 2022. Le projet de réaménagement comprenait des travaux pour des terrains sportifs. Les travaux comprenaient également l'ajout d'éclairage afin de maximiser l'utilisation de l'ensemble des terrains. La municipalité souhaite réaliser la construction d'un bloc sanitaire ainsi que d'un abri pour les joueurs afin de compléter le réaménagement du parc des Ormeaux et d'améliorer le confort des usagers. La municipalité de Chertsey reçoit 50 000 $ pour la réfection des bandes de la patinoire municipale. La municipalité souhaite remplacer les bandes de la patinoire et la quincaillerie s'y rattachant et réajuster le nivelé du terrain accueillant la patinoire. Le maintien de ce service offrira des occasions aux citoyens de se rencontrer et de socialiser. Il permettra aussi de favoriser l'attraction et la rétention de citoyens. La ville d'Estérel recevra 50 000 $ pour la création d'un lien cyclable.
Le projet consiste à procéder à des travaux afin de créer un premier cyclable sécuritaire sur le territoire de la ville à partir d'une piste existante, soit celle du parc d'Estérel. Il s'agit d'un projet en cours depuis quelques années qui vise à dynamiser les activités du parc et de relier en mobilité active de manière sécuritaire ce pôle au noyau villageois où se trouve pratiquement l'ensemble des services et des commerces. L'objectif est de créer un sentier polyvalent de plus de 2,2 km avec une surface en criblure de pierre et de procéder aux modifications des éléments de drainage. La coopérative alimentaire de Val-des-Lacs recevra 50 000 $ pour l'aménagement d'espaces de travail collaboratifs et la finition de l'espace d'entreposage. Le projet consiste à rénover le deuxième étage de l'épicerie coopérative pour le transformer en espace de travail collaboratif pour du télétravail et à offrir un endroit de rencontre en présence ou en virtuel dans 2 salles aménagées. Ces espaces seront mis à la disposition des citoyens et des entreprises locales, moyennant des frais d'utilisation contribuant à l'augmentation des revenus de la coopérative. Un espace d'entreposage sera aussi aménagé dans l'ancienne cuisine d'été. Ce projet permettra d'assurer la pérennité des activités de la coopérative, qui est un service de proximité pour les habitants de la municipalité, et de diversifier ses revenus. Revenez-nous après la pause. La MRC de Matawini est heureuse d'annoncer le lancement de l'appel de projet 2023 du Fonds de mise en valeur du territoire public intramunicipal qui permet de soutenir financièrement les activités de mise en valeur des terres et des ressources du territoire public intramunicipal, communément appelé TPI. L'aide financière accordée peut atteindre 80 % des dépenses admissibles. Les personnes et organismes admissibles sont les municipalités locales, les organismes à but non lucratif, les organismes à but lucratif. Pour être admissibles, les projets devront être réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Les activités admissibles à une aide financière sont les suivantes, soit les activités associées à des projets récréatifs ou récréotouristiques, les activités de mise en valeur des ressources forestières, les activités associées à des projets communautaires ou collectifs, les activités de recherche et de développement lorsqu'elles sont menées en collaboration avec un organisme ou une institution reconnue, la réalisation d'études d'impact, de plans de devis ou autres activités préliminaires à la réalisation d'un projet admissible. Les activités liées à un projet d'expérimentation de procédés, les activités associées à l'agroforesterie et à l'agroalimentaire, les activités de mise en valeur ou de restauration d'habitats fauniques ou floristiques. 2 séances d'information auront lieu le 15 août 2023. Pour toute question ou pour obtenir des informations supplémentaires, communiquez avec Mme Ariane Sylvestre par courriel au sylvestre@matawini.org ou laissez un message au 450-834-5441 au poste 7081. La MRC de Matawini s'assurera que toutes les personnes intéressées à déposer un projet auront réponse à leurs questions. Les projets doivent être envoyés par courriel et par la poste à la MRC de Matawini avant le 29 septembre 2023 à 15 h. Le conseil de la MRC de Matawini a adopté sa première politique sur la qualité de service du transport adapté en conformité avec les nouvelles modalités du programme de subvention en transport adapté du ministère des Transports et de Mobilité durable. Cette initiative, en vigueur depuis mai 2022, vise à améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite en collaboration étroite avec les différents partenaires de la table de concertation en transport adapté. Un comité de travail a été formé, réunissant ainsi des représentants du regroupement des usagers du transport adapté de la Naudière, de l'Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette métropolitain, du Jardin d'Étoiles et de l'Association des personnes handicapées Matawini. Ensemble, ils en ont élaboré les fondements de cette politique afin d'assurer à la clientèle un service de transport adapté de qualité, fiable et sécuritaire. L'objectif principal de la démarche est de favoriser l'intégration sociale, professionnelle et économique des personnes handicapées composant avec une mobilité réduite. En offrant un service de transport adapté de qualité, la MRC s'engage à faciliter leur déplacement et à contribuer à leur bien-être. Cette politique clarifie aussi les engagements de chaque partie prenante, garantissant ainsi une meilleure collaboration entre la MRC et sa clientèle. La MRC invite donc tous les utilisateurs du transport adapté à partager leurs commentaires, suggestions et préoccupations
afin d'améliorer constamment la qualité du service offert. En mettant en place cette politique sur la qualité de services en transport adapté, la MRC démontre son engagement envers l'accessibilité et l'inclusion des personnes handicapées. Elle s'efforce de créer un environnement favorable à leur autonomie et à leur participation active dans la société. Pour plus d'informations sur cette nouvelle politique, visitez le mrcmataouini.org/transport adapté. La Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut tiendra le 11 octobre prochain son 10e souper bénéfice annuel au manoir Saint-Sauveur. Une belle occasion pour la Fondation d'honorer deux grands donateurs, Daniel Francoeur et Jacques Vachon, de même que l'une de ses grandes bénévoles, Mme Annie-Claude Ménard. Le président de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut, Michel Rochon, qui a reçu l'an dernier le prix Hommage bénévolat Québec, remis par le gouvernement du Québec pour ses 22 ans d'implication à la tête de cet organisme, affirme que ces gens extraordinaires sont le reflet d'une communauté qui se tient serrée derrière la Fondation. La soirée du 11 octobre sera toutefois celle de Daniel Francoeur et Jacques Vachon, qui se sont engagés à plus de 200 000 $ dans le département d'ophtalmologie de l'hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts. Au final, de nouvelles installations spectaculaires d'une grande beauté et une qualité de locaux inégalée. Les travailleurs et les médecins œuvrent maintenant avec des équipements modernes, tout cela au profit de la population qu'elle dessert, selon indique le président Michel Rochon. À ce duo dynamique s'ajoute Mme Annie-Claude Ménard, qui a siégé sur le conseil d'administration de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut de novembre 2014 à novembre 2023. Mme Ménard a participé à plusieurs projets qui ont été réalisés par la Fondation. Elle a toujours dit oui lorsque la Fondation avait besoin d'elle. Un bien bel exemple de quelqu'un qui s'implique à fond. Les billets pour ce grand événement sont en vente au coût de 300 $ par personne. Il s'agit d'un souper 4 services qui a fait les délices de tous ses participants au fil des ans. 20 cocktails sont inclus. Des plans de commandite sont également disponibles pour les entreprises. Tous les profits de cette grande soirée serviront à 100% au projet d'achat des 165 défibrillateurs qui ont été ou qui seront distribués dans les 20 municipalités de la MRC Laurentide, les 10 dans la MRC des Pays d'en Haut et 3 du côté de la Naudière dans les municipalités de Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci et Entre-Lacs. Pour plus de renseignements sur l'événement et pour l'achat de billets, écrivez à info@commercialfondationmédicale.com ou téléphonez au 819-323-4565. Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, la députée de Labelle, Mme Chantal Janotte, a annoncé qu'une somme de 5 070 000 a été accordée à la municipalité de la Conception pour la construction d'un garage municipal. Le nouveau bâtiment comprendra de spacieux espaces pour l'entreposage, le lavage et la réparation des véhicules. L'aménagement de 4 bureaux administratifs, d'une salle de réception, de vestiaires, d'une cafétéria et d'une salle de menuiserie est également prévu. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, affirme qu'elle se réjouit pour les gens de la Conception qui bénéficieront d'un garage municipal neuf et optimal et que la qualité des infrastructures collectives est importante pour les municipalités puisque ces installations ont une incidence directe sur les services rendus à la population. Chantal Janotte, députée de Labelle, mentionne que grâce à cet investissement, la Conception aura maintenant l'accès nécessaire pour entreposer et entretenir ses véhicules des services de la voirie et des travaux publics. Dans le cadre de son plan d'urgence, la municipalité de Labelle a fait l'acquisition d'un service d'alerte et d'information afin d'offrir un outil efficace et de qualité à ses citoyens. Ce système est supporté par télématique et est en opération 24 heures par jour, 365 jours par année et permet, en situation d'urgence, de rejoindre rapidement tous les citoyens afin de les tenir informés de toute situation particulière telles que des mesures d'urgence, des fermetures de route, des avis d'ébullition, des avis de rinçage et autres. Chaque citoyen est libre de s'abonner. De plus, le système permet plusieurs inscriptions pour une même adresse selon le mode de communication désiré. L'inscription à ce service se fait par Internet ou sur le site web. De la municipalité. Si vous êtes dans l'impossibilité d'avoir un accès Internet, vous pouvez appeler au 819-681-3371 au poste 5003. En vertu d'une entente conclue entre la ville de Sainte-Adèle et le transport adapté et collectif des Laurentides, les étudiants fréquentant une institution collégiale ou universitaire à temps plein peuvent bénéficier de la gratuité pour les titres de transport du circuit L'Inter.
Chaque étudiant peut se procurer un maximum de 4 titres de transport par session. Les titres sont d'une durée de 30 jours, ils s'activent automatiquement au premier jour de leur utilisation et s'annulent à la 30e journée d'utilisation. Les titres sont disponibles à la place des citoyens pendant les heures d'ouverture. L'entente débute le 1er janvier 2023 et se termine à la fin de la session d'automne 2023. Pour se prévaloir de la gratuité, l'étudiant doit être résident de la ville de Sainte-Adèle, fréquenter une institution collégiale ou universitaire à temps plein. Les documents à fournir sont une pièce d'identité avec photo, une preuve d'inscription à la session hiver ou automne 2023. L'étudiant doit se procurer son titre mensuel en personne à la place des citoyens. Il s'engage à utiliser pour lui seul ce titre qui lui est gracieusement offert. Il s'engage à ne pas vendre ce titre ou à en faire bénéficier une autre personne. En offrant la gratuité dans les transports collectifs, la Ville de Sainte-Adèle souhaite faciliter l'accès des étudiants à des lois aux établissements d'enseignement postsecondaire de la région. Le samedi 9 septembre de 10h à 15h, le service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Adèle invite la population à une journée porte ouverte à la caserne des pompiers située au 100 rue des Cantonniers. Plusieurs activités sont au programme, soit un parcours de pompiers pour les enfants, la manipulation d'équipements, des démonstrations de techniques d'intervention, une visite de la caserne et des véhicules, des jeux gonflables, du maquillage pour enfants, des kiosques d'information de la Croix-Rouge, du CI3S Les Éclaireurs, de la Sûreté du Québec et d'Ambulance Cambie. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Afin d'offrir des espaces de jeux sécuritaires aux jeunes Agatois, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a mis sur pied un projet pilote permettant d'autoriser les jeux libres sur certains chemins publics de son territoire. Les premiers panneaux ont été installés sur les rues Marguerite et Giguère, ainsi que sur le croissant du Soleil couchant et le chemin Palomino, au courant du mois de juillet. Une zone de jeux libres est également prévue sur 3 autres rues d'ici la fin de l'été. Le maire Frédéric Brouet affirme qu'il est plus important que jamais d'encourager la pratique d'activités physiques chez les jeunes et que ce projet permettra également de favoriser le bon voisinage, un défi d'actualité pour la ville qui a accueilli plusieurs nouvelles familles dans les dernières années. Il ajoute qu'il est confiant que la ville obtiendra une réponse très positive à ce projet pilote. Pour le bon déroulement du projet, il était essentiel de s'assurer que ce dernier soit sécuritaire pour l'ensemble des usagers de la route. Pour ce faire, un ensemble de critères a été pris en considération pour sélectionner les rues où la pratique des jeux libres est autorisée. La vulnérabilité et l'imprévisibilité des piétons requéraient une grande rigueur pour la mise sur pied du projet. Les citoyens qui désirent qu'une zone de jeux libres soit ajoutée sur leur rue pourront déposer une demande en prévision de l'été 2024. La demande devra ensuite être analysée par l'équipe des travaux publics selon les mêmes critères que pour les rues. Selon les mêmes critères que pour les rues choisies dans le cadre du projet pilote. Si la demande est conforme, les résidents de la rue concernée recevront la proposition sous forme de lettre et seront appelés à prendre position. Un taux d'opposition de moins de 40% devra être observé pour que le projet puisse être considéré. Le projet a également donné lieu à la création d'un règlement adopté par le conseil municipal le 18 avril dernier afin de bien encadrer la pratique des jeux libres dans la rue et d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. Le règlement est disponible pour consultation sur le site web de la ville au vsadm.ca. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.